Bienvenue sur ma chaîne YouTube Suite de Manois. 16 mai 2157. La race démoniaque avait conquis le dernier pouce de territoire humain. Le monde des humains s'était effondré. Au milieu des ruines d'une cité en ruine, un homme était plaqué contre un pilier brisé. Son corps ne tenait plus qu'à un fil, et un sang rouge sombre coulait sur sa poitrine, s'égouttant sur le sol dévasté. Il s'appelait Shen, un assassin maîtrisant la triple foudre. 7 ans plus tôt, plusieurs rois démons avaient déferlé sur le monde sans prévenir. Menés par le roi démon Anu, les démons avaient déferlé sur les terres humaines avec une puissance écrasante, anéantissant des armées et rasant des villes entières. Tu contemplais l'homme mourant et tu ricanas. Alors, c'est ça, le dernier espoir de l'humanité? Votre race entière n'est que détritus fragile. Sa griffe se tordit de façon anormale, s'ouvrant et se transformant en une bouche grotesque. Il est temps maintenant d'accomplir ta dernière mission, dit-il froidement. Deviens ma nourriture. Deviens ma force. Il leva la main et une force terrifiante se déchaîna, arrachant violemment l'âme de Shen de son corps. Sans rugit de douleur. Non. Ma sœur, mes camarades, mon maître, tous ceux qui me sont chers. Vous, les bêtes, vous leur avez volé la vie. Des éclairs jaillirent autour de son visage tandis qu'il serrait les dents. Pour eux, même si c'est la dernière chose que je fais, grogna-t-il, je vous entraînerai en enfer avec moi. À cet instant, Shan libéra toute sa force restante. Toute la foudre qui l'habitait se concentra en un seul point. Son ultime pouvoir interdit s'activa. Arche terminus. Le corps de Sek s'éleva dans les airs, enveloppé d'une lueur dorée aveuglante, tandis que de violents éclairs déchiraient le champ de bataille. Le roi démon et ses sbires se figèrent. Qu'est-ce que c'est? S'écria-t-il, sous le choc. Je ne peux plus bouger. Des fissures apparurent sur le corps de sang, qui commençait à se briser sous la force écrasante de la déflagration. Alors que la douleur l'envahissait, des souvenirs affluèrent dans son esprit. Sa sœur, son maître, sa mère et son père. Nous nous reverrons bientôt. Un sourire amer se dessina sur ses lèvres. Quel dommage de ne pas avoir été assez fort. Si seulement j'avais été un peu plus fort. La foudre explosa. On fut englouti tout entier. Son corps fut déchiré et effacé par la violente tempête. Même en disparaissant, sa voix résonna de haine. Espèce de race inférieure et vile. Oserais-tu dire ça? Un silence s'installa. Le regret envahit la conscience déclinante de Shan. Sang ouvrit les yeux. Il se redressa brusquement, le souffle court. Je ne suis pas mort. La confusion le submergea tandis qu'il regardait autour de lui. Où suis-je? Il se précipita vers la fenêtre et se figea. En contrebas, des gens riaient, discutaient et profitaient de la vie. Les bâtiments étaient intacts, propres et épargnés par la guerre. Le monde n'était-il pas déjà détruit? Tous ces gens, d'où venaient-ils? Après un long moment, la réalité commença enfin à s'imposer à lui. Il se tourna vers le miroir. Je suis retourné 10 ans dans le passé. Mes années d'université. À cet instant, l'espace autour de lui se distordit. Une fine fissure se propagea dans l'air et prit la forme d'une interface flottante. Système de gloutonnerie. Intégration terminée. Les pupilles de Shan se contractèrent. C'est réel. Je suis vraiment revenu avant que tout ne commence. L'interface affichait clairement l'heure actuelle, 16 mai 2157, 16h15. Je suis de retour, murmura Shan. 10 ans dans le passé. Ce moment se situait 3 ans avant la descente des rois démons. 3 ans avant que le roi démon Colère ne descende en 2160. C'est Colère qui avait ouvert la porte des enfers. À cause de lui, les autres rois démons avaient suivi, envahissant le monde des humains les uns après les autres. Ce moment marqua le début de la destruction totale. La raison pour laquelle Shan avait tout perdu. Mais maintenant, pensa-t-il en serrant les poings, je suis de retour. Si je vins le premier roi démon apparu, Colère, je peux empêcher la porte de Hell de s'ouvrir. Si Colère tombe, la réaction en chaîne ne se déclenchera pas. L'avenir n'est pas encore scellé. Il est encore temps de tout changer. Son regard se reporta sur l'interface. Ce système de gourmandise flotte devant moi depuis mon réveil. L'écran a bougé. Un panneau d'état est apparu. Nom, c'est Shen. Rang, SS, triple. Niveau 1. Force 100. Endurance 100.
Puissance élémentaire 100. Vitesse 100. Chance 100. Esprit 100. Ce sont mes attributs de base. Je n'ai jamais rien vu de tel. Dans sa vie antérieure, il dépendait entièrement des pouvoirs éveillés. Seule une personne sur 10 000 pouvait s'éveiller. Mage stellaire, guerrier nucléaire, chantre des nuages, chantre des fleurs, assassin foudroyant, chantre foudroyant, archer stellaire, toutes ces classes étaient éveillées. L'université qu'il fréquentait était spécialisée dans la formation des éveilleurs potentiels, l'Université nationale de l'éveil. Pourtant, dans sa vie antérieure, il n'était pas parvenu à s'éveiller durant tout son cursus. 4 ans. 4 ans passés au plus bas. N'importe qui pouvait le mettre à terre. C'est pourquoi je me suis réveillé à l'infirmerie. À peine cette pensée s'était-elle dissipée qu'un autre écran apparut. Une projection de classe s'activa. Assassin foudroyant. L'énergie foudroyante imprègne le corps, décuplant la vitesse de déplacement. Lame de foudre condense la foudre en une arme. Coup critique, les coups vitaux infligent la paralysie. Les valeurs des attributs s'affichèrent ensuite. Force, 2 étoiles. Endurance, 1 étoile. Puissance élémentaire, 1 étoile. Vitesse, 3 étoiles. Chance, 1 étoile. Esprit, 1 étoile. Un assassin de type foudre, murmura-Chan. N'est-ce pas ma classe de ma vie antérieure? Une vague de puissance familière parcourut son corps. Ma force passée m'a-t-elle suivi? Me suis-je réveillé prématurément? Son regard s'aiguisa. Testons cela. Il ferma les yeux. Chargement. Changement de classe. Un éclair le traversa brièvement, puis se calma. Soudain, la porte s'ouvrit brusquement. Tiens, Shen, tu es réveillé. Un garçon à lunettes se précipita à l'intérieur. C'était Malon, son colocataire, un chantre floral de rang E. Malon lui saisit les épaules avec inquiétude. Ça va? Ton corps semble en parfait état. San jeta un coup d'œil à l'interface et répondit calmement, je vais bien. Ainsi, personne d'autre ne pouvait voir le système. Malon l'examina attentivement. Tes blessures ont disparu. Tu as pris une sacrée raclée hier. Tu récupères encore plus vite qu'un éveillé? Pas comme moi. Il rit nerveusement, puis marqua une pause. Pourquoi ai-je l'impression que tu es devenu plus fort? Ce doit être mon imagination. Sans ne dire rien. Dans sa vie antérieure, Mahon s'était éveillé, mais était resté au bas de l'échelle. Il fut tué le 3e jour du règne des rois démons. Mais maintenant, il se tenait juste devant lui. Ce n'est qu'à cet instant précis que cela lui parut vraiment réel. J'étais vraiment de retour. Mahon le fit pivoter brusquement. Ah oui. Demain, c'est l'examen de classement. Puisque tu vas bien, allons nous préparer. Il poussa ses chaînes dehors. Allez, dépêche-toi. Même si tu n'es pas encore réveillé, cette évaluation est importante. Dehors, le campus était animé. Les étudiants couraient, jouaient et riaient aux éclats. Ses chaînes ralentit le pas. Cela fait longtemps, pensa-t-il, que je n'ai pas vu autant de monde. Malon le regarda, perplexe. Toi, qu'est-ce que tu racontes? Demanda-t-il nerveusement. Il rit rapidement et fit un geste de la main. Laisse tomber. Allons faire un tour sur la cour de récréation. Tandis qu'ils avançaient, le visage de Suchan se durcit peu à peu. J'ai déjà tout perdu. Si je ne fais rien maintenant, ce même avenir désespéré se reproduira. Chaque seconde compte. Je dois agir immédiatement. Je dois progresser le plus vite possible. À cette époque, il n'y a qu'un seul moyen pour un éveilleur de progresser, tuer des monstres dans les strates démoniaques. Mais presque toutes ces strates sont monopolisées par les grandes guildes. Les étrangers n'ont quasiment aucune chance d'y entrer, et encore moins d'y acquérir de l'expérience. Si telles sont mes statistiques actuelles, quelle est ma force par rapport aux autres éveilleurs et aux monstres? Se demanda Suchan. En examinant ses attributs, une autre idée lui vint à l'esprit pour distinguer les niveaux de puissance. Le gouvernement classait les éveilleurs et les monstres en rang. Du plus élevé au plus bas, ces rangs allaient de SAE. La plupart des étudiants de l'université étaient bloqués au rang E. Seule une poignée de génies ou ceux bénéficiant du soutien d'une puissante guilde pouvaient atteindre le rang D. Fort de sa seule expérience, Suchan pouvait estimer approximativement sa force. Mais quel serait mon rang si je passais le test maintenant?
Son regard se porta sur le garçon qui marchait à côté de lui. Je suis certainement plus fort que lui. Il jeta un coup d'œil à Malon, qui continuait de parler tranquillement, ignorant tout des pensées de Suchan. À ce moment précis, un ballon de basket surgit de nulle part et s'écrasa en plein visage de Mahon. Ses lunettes volèrent en éclats en touchant le sol. Des rires fusèrent des tribunes. Tiens, voilà Sin et Malon, lança un des voyous avec un rictus. Vous avez récupéré bien vite, tous les deux. Malon se figea de peur. Pas de chance. On est tombé sur eux. Chan releva lentement la tête et les fixa droit dans les yeux. C'est lui. Des fragments du passé lui revinrent soudain en mémoire. Dans un flashback, Chan était forcé d'aller vers un lavabo. Le même tyran lui avait enfoncé la tête dans l'eau, appuyant fort. Deux autres brutes se tenaient à proximité, riant bruyamment en regardant la scène. À côté d'eux, Mahon tremblait. Arrêtez ça tout de suite. La brute le regarda avec agacement. Pourquoi tu l'aides? Il n'est pas encore réveillé. Même pas maintenant. Ne t'en mêle pas si tu ne veux pas d'ennui. Tous les trois éclatèrent de rire. C'est ennuyeux, maintenant. Allons-y, ils partirent, laissant Sekshen affalé près du lavabo. Trempé et humilié, Malang accourut aussitôt. Sekshen, ça va? À l'époque, la même pensée avait résonné sans cesse dans son esprit. Pourquoi ne nous laisse-t-il jamais partir? La malice n'existait pas seulement dans les plans démoniaques. Elle existait aussi dans le monde des humains. Le tyran s'arrêta en s'éloignant. Avait-il dit quelque chose? Puis il se retourna avec un sourire. Allons-y. Allons encore l'embêter. Le souvenir se brisa. De retour au présent, le même tyran affichait un sourire arrogant. Vous saviez que je jouais au basket, n'est-ce pas? Pourquoi n'avez-vous pas apporté 2 caisses de boissons? Malang baissa immédiatement la tête. Désolé, je vais les chercher tout de suite. Mais avant qu'il ne puisse bouger, Chan s'avança calmement. Ce n'est pas toi qui as tort. Ce sont eux qui devraient s'excuser. Le tyran fronça les sourcils. Hein? Malang paniqua et murmura d'une voix pressante. Shen, qu'est-ce que tu racontes? Les 3 tyrans s'irritèrent. Celui qui se tenait devant s'avança. Il s'appelait Gong Chang, un guerrier des fleurs. Une énergie verte enveloppa lentement ses poings tandis que les 2 derrière lui activaient également leur pouvoir. L'une d'un violet éclatant, l'autre d'un bleu profond. Seiyuan observait calmement. Gongshen n'ose s'en prendre au faible que parce que son frère aîné est le président du conseil des élèves le plus fort. En réalité, ses propres capacités n'ont rien d'exceptionnel. Les élèves alentours se mirent à chuchoter. Regardez là-bas. Gongshen va encore les tabasser. Ils ne viennent pas de se faire envoyer à l'infirmerie? L'un est le plus faible des éveillés, et l'autre n'est même pas encore éveillé. Les 2 plus bons à rien de toute l'école. Des rires se répandirent dans la foule. Gongshan s'approcha de Chan, le poing auréolé d'une lueur verte. Qu'est-ce que tu viens de dire? Seiyuan le fixa sans ciller. Ne nous embête plus. Le visage de Gongshen se crispa de colère. Je crois que tu mérites une autre raclée. Il lança un coup de poing, mais Chan esquiva avec légèreté, nonchalance. Il leva la main et para le coup d'un simple geste. Crac. Gongshan hurla de douleur, une vive douleur lui traversant le bras. Il recula en titubant, se tenant le poignet. La foule se figea. Que s'est-il passé? Il a bloqué le coup de poing de Gongshen. Mais il n'est pas encore réveillé, n'est-ce pas? Mes yeux m'ont-ils trompé? Rugit Gongshen, fou de rage. Espèce de misérable non réveillé. Tu oses me défier? S'en répondit calmement. Je vais te mettre à l'épreuve. Un écran transparent apparut devant ses yeux. Changement de classe terminé. L'instant d'après, la foudre enveloppa le corps de Chan. Il était devenu assassin de foudre. Des décharges électriques crépitèrent violemment sur sa peau. Les yeux de Malon s'écarquillèrent. Quand es-tu réveillé? S'enleva légèrement le doigt et lui fit signe. Gongshen grogna. Armure démoniaque indestructible. Une lumière verte jaillit tandis qu'il activait sa technique défensive. Tu crois que j'ai oublié comment me battre? Je vais t'écraser. Il se jeta en avant, mais en un clin d'œil, San disparut.
Il réapparut juste devant Gongshen et lui asséna un coup de poing au visage. Boum! Gongshen fut projeté au loin, roulant sur plusieurs mètres. La foule retint son souffle. Que venait-il de se passer? Il avait envoyé Gongshen valser d'un seul coup de poing. Mao resta figé. Est-ce vraiment Sekshen? Quel genre de pouvoir est-ce? Gongshen se releva en titubant, furieux. Vous m'avez attaqué par surprise, hurla-t-il aux deux autres brutes. Vous allez rester plantés là à regarder, bande d'idiots? Mais les deux autres étaient paralysés par la terreur. Ils fixaient le corps de Sekshen, couvert d'éclairs, comme s'il s'agissait d'un monstre. Gongshen rugit et chargea de nouveau. Je vais te tuer. Il frappa sauvagement. Sekshen para le poing sans effort. Crac. D'un coup sec, Gongshen perdit connaissance instantanément. Sang ne s'arrêta pas. La foudre se concentra autour de son bras. Un coup de poing, puis un autre. Une rafale rapide de coups précis. Finalement, il attrapa Gongshen et le projeta. Le corps de Gongshen s'écrasa contre un bâtiment voisin dans un fracas assourdissant. Les deux autres brutes se retournèrent et s'enfuirent sans se retourner. Mao tomba à genoux, complètement abasourdi. Cun, quand es-tu devenu aussi fort? San ignora le bruit et consulta son écran de statistiques. J'en suis arrivé à quelques conclusions. Premièrement, comme avant, je peux me transformer en assassin de foudre à tout moment. Deuxièmement, même si le niveau du système n'est que de 1, mes statistiques de base suffisent déjà pour affronter des éveillés de bas niveau. Cela signifie que mon rang actuel est certainement supérieur à eux. À quel point exactement reste encore incertain. Puis quelque chose le troubla. Je l'ai clairement vaincu. Alors, pourquoi le système n'a-t-il pas changé du tout? Serait-ce possible? La foudre se concentra dans sa main, formant un paratonnerre acéré. La foule paniqua. Attends. San, qu'est-ce que tu fais? San plaça calmement le paratonnerre près du cou de Gongshen et réfléchit en silence. Est-ce que gagner de l'expérience est la même chose que... Seichan serre Gongshen, roué de coups, le visage déformé par une rage à peine contenue. Le corps de Gongshen pend, inerte, entre ses mains, incapable de se défendre. Une énergie lumineuse l'enveloppe entièrement, une technique défensive pleinement activée. À cet instant, une femme s'avance derrière eux. Bonjour les élèves, nous sommes à l'école, vous savez. Sa voix calme mais autoritaire dissipe la tension. Même si Gongshen est fautif, cette punition est amplement suffisante. Il s'agit de Ling Yu, la vice-présidente du conseil des élèves. Elle sourit d'un air entendu en regardant Seichan et le prévient qu'il ne touchera plus jamais à Gongshen. Seichan relâche son emprise et repousse Gongshen. Alors que Gongshen s'effondre au sol, Seichan se redresse. Du coin de l'œil, il jette un coup d'œil à Ling Yu. Elle est la seule membre du conseil des élèves à vouloir intervenir pour protéger Gongshen. Seichan se dit qu'il n'avait pas vraiment l'intention de lui faire plus de mal. Cependant, si des individus comme Gongshen ne sont pas complètement dissuadés, ils continueront de semer le trouble indéfiniment. Sur cette pensée, Seichan se retourne et s'éloigne. La foule alentour recule instinctivement, la peur se lisant sur leur visage. Tous l'évitent. Non loin de là, les deux brutes de tout à l'heure se cachent derrière un pilier. L'un d'eux, le garçon maigre aux cheveux blancs, se souvient de l'expression de ce chant et sent un frisson lui parcourir l'échine. Ce regard était terrifiant. Il jure de ne plus jamais provoquer Sean. La brute corpulente murmure, incrédule, demandant si c'était vraiment Sean. Ils se souviennent de lui comme de l'un des élèves les plus faibles et les plus pauvres de l'ancienne école. Le voir partir maintenant semble irréel. Sean appelle Mao et lui dit de le suivre. Mao se précipite à sa suite, obéissant nerveusement. Derrière eux, Ling Yu observe la scène en silence, un léger sourire aux lèvres. Après un moment, elle se tourne vers les autres membres du conseil des élèves et leur demande de partir. Plus tard dans la nuit, dans le dortoir, Malon raconte avec enthousiasme tout ce qui s'est passé. Il insiste sur le fait que Sean s'est véritablement éveillé et est devenu incroyablement puissant, un assassin foudroyant. Il rejoue avec force détails comment Sean a terrassé Gongshen, affirmant que ce dernier n'a même plus osé le regarder dans les yeux. Shangzhou, un mage nucléaire et l'un de ses colocataires, l'interrompt d'un air sceptique et demande où est Seichan puis, il désigne Mao du doigt et l'interroge sérieusement. Si Seichan est vraiment si fort, pourquoi s'entraîne-t-il encore à la course à pied?
Un combattant éveillé a-t-il vraiment besoin d'un exercice physique aussi basique? Shang Yu, un autre colocataire, mage du trèfle qui utilise activement son système, se moque de Mao et lui dit qu'il a dû prendre un coup sur la tête. Il lui dit de se ressaisir. Shangzhou reprend alors la parole, énonçant une dure réalité. Nous avons été placés tous les 4 dans le même dortoir parce que nous étions derniers de notre promotion. C'est un fait immuable. Tout en parlant, il concentre de l'énergie nucléaire dans sa main et déclare qu'il est 4e en partant de la fin, ce qui fait de lui, techniquement, le plus fort du dortoir. On ne peut éveiller qu'une seule classe dans sa vie. Les autres ne sont que des mages de soutien, tandis que lui seul est un combattant, un mage nucléaire. Cet écart est absolu. Mao baisse la tête, l'inquiétude se lisant sur son visage. Shango ricane, disant que Sei-chan a l'air faible et fragile. Comment quelqu'un comme lui pourrait-il être un assassin de foudre? Tout en disant cela, il contracte délibérément ses muscles, ajoutant qu'il est devenu plus fort et qu'il pourrait bientôt intégrer un club. Toujours les yeux rivés sur son ordinateur, Shang Yu ajoute calmement que demain aura lieu le dernier test de classement avant l'évaluation de fin d'études. Tout deviendra clair. La scène se déplace vers le niveau d'amont d'entraînement de rang E. 4 gardes sont postés à l'entrée du donjon. Soudain, 2 silhouettes émergent. Il s'agit de Kong Ting, le président du conseil des élèves, accompagné de Ling Yu, le vice-président. Au passage de Kong Ting, les gardes s'inclinent respectueusement. Il annonce que l'entraînement du jour est terminé et poursuit son chemin. Du coin de l'œil, Kong Ting aperçoit Kong Tang, visiblement blessé et retenant difficilement sa colère. Kong Chan le confronte, les yeux verts brillants, exigeant que Kong Ting règle ce problème. Il dit qu'il ne peut pas dormir, sachant que son frère a été humilié devant tant de monde, et accuse Kong Ting de croire un inconnu plutôt que son propre frère. Kong Ting répond calmement qu'il comprend. Plus tard, pendant le dîner, Ling Yu lui demande comment il compte gérer la situation. Sans interrompre son repas, Kong Ting répond que Sei-chan était tout simplement surpassé par les autres. Il se demande si Sei-chan est vraiment aussi fort qu'il le prétend. Ling Yu baisse les yeux et explique que Kong Ting connaît la force et le classement de presque tous les élèves de l'école. Moins de 10 personnes ont atteint le niveau d'Ankh et elles ont toutes déjà été recrutées dans son club. Elle ajoute que les éveillés ordinaires n'ont pas accès aux couches Daemon comme lui. Sans ressources, les éveillés médiocres n'ont aucun moyen de progresser. Personne ne peut suivre son rythme. Le point de vue se recentre sur Sean. Il court sans relâche sur la piste d'entraînement, portant des poids énormes. 2 boules de fer de 50 kg chacune sont accrochées à son sac, tandis qu'il porte 100 kg supplémentaires sur lui. Il a déjà parcouru 20 km. Sei-chan est convaincu que la limite supérieure d'un éveilleur est directement liée à sa force physique. Seul un corps suffisamment robuste peut libérer pleinement les pouvoirs de classe extrême. Pourtant, c'est loin d'être suffisant. Tandis qu'il court, des souvenirs refont surface. En 2160, le roi démon Wart est descendu du royaume des démons dans le monde des humains. En un instant, d'innombrables humains ont été massacrés. Sei-chan se souvient d'être resté aux côtés de sa sœur, regardant le démon descendre du ciel. Elle était sa seule parente restante, et elle est morte sous les coups de Wart. C'est également Wart qui a ouvert la porte de l'enfer, permettant aux démons d'envahir le monde des humains. Animé par la haine et le regret, Sei-chan continue de courir. Son premier objectif est clair, tuer Wart. Wart est à l'origine de toute destruction. Il reste encore 3 ans avant la descente de Wart. Wart devient plus fort chaque jour. Sean sait qu'il doit devenir encore plus fort, et vite. Soudain, son téléphone vibre. Il s'arrête et le consulte. Stupéfait. L'écran affiche le nom de sa sœur. Yun. Il décroche. À l'autre bout du fil, sa sœur se plaint qu'il est appelé trop souvent. Elle explique qu'elle était à une compétition et que la batterie de son téléphone était à plat. Elle vient de rentrer et de le recharger. D'un ton enjoué, elle lui annonce que si elle gagne un prix cette fois-ci, leur problème de loyer sera enfin réglé. Elle rit de bon cœur. Le cœur de Sean s'emballe. Dans ce futur apocalyptique, il a prié d'innombrables fois pour avoir une chance de recommencer à zéro, et maintenant, c'est chose faite. Sa sœur lui demande s'il pleut chez lui, intriguée par son silence. Il répond que ce n'est rien, ajoutant simplement que cela fait trop longtemps qu'il n'a pas entendu sa voix. Elle rit et lui rappelle qu'ils ont parlé avant-hier.
Elle lui promet de le voir après sa compétition et lui dit d'attendre de bonnes nouvelles avant de raccrocher. Sean reste silencieux, le regard perdu dans le ciel. Tout a vraiment recommencé. Il reprend sa course et se force à faire 3 tours de plus. Il jure de devenir plus fort au plus vite pour protéger tout ce qu'il a reconquis. Plus tard, il retourne au dortoir. Ses camarades dorment déjà. 8 heures se sont écoulées depuis son retour à cette époque. Sa force physique est encore faible, mais son corps est jeune. Après avoir pris une douche, il s'assoit sur son lit et réfléchit à la question la plus cruciale. Pour progresser, il faut accéder aux strates de Daemon, mais ces lieux sont monopolisés par les guildes. Hormis les puissants et les riches, la plupart des gens n'ont aucune chance de s'épanouir. Il ferme les yeux, se demandant comment il pourra un jour entrer en contact avec des monstres. Soudain, une notification rouge apparaît. Démarrage du système. L'écran se charge rapidement. Une fois le processus terminé, Sean se sent aspiré dans un espace rouge, comme s'il plongeait dans un immense océan rouge. Système de gloutonnerie initialisé. Les yeux de Sitchan s'écarquillent de stupeur. Son corps tournoie dans les airs, effectuant un salto avant d'atterrir sur la terre ferme, au bord d'un immense lac rouge. Devant lui se dresse une tour gigantesque, s'étirant à l'infini comme un trône sculpté dans le sang. Il la contemple, incrédule. Quel est cet endroit? N'étais-je pas en train de dormir? Ce chêne s'écrase dans un espace inconnu, roulant dans les airs avant de s'écraser au sol. À peine a-t-il levé les yeux qu'il en a le souffle coupé. Devant lui se dresse une tour colossale, sombre, oppressante et terrifiante, comme si elle n'appartenait pas à ce monde. La confusion se lit sur son visage. Il y a une seconde à peine, il dormait. Comment s'est-il retrouvé là? Avant même qu'il puisse comprendre, un mouvement attire son attention. À ses côtés, 2 créatures difformes et informes s'approchent lentement, leur corps déformé et contre nature. Puis d'autres silhouettes émergent. Une meute de chiens de la mort de rang l'encercle, leur présence chargée d'une intention meurtrière. À leur aura seul, il comprend qu'il s'agit de monstres de type nuage. Une pensée glaçante lui traverse l'esprit. A-t-il été aspiré dans une sorte de dimension parallèle? Sans hésiter, Sin passe en mode combat. La transformation est instantanée et il chasse toute pensée superflue. Sa priorité, survivre. Un éclair le traverse. L'instant d'après, il disparaît. Déployant une vitesse électrique explosive, Sin fonce sur les monstres. Sa lame fulgurante tranche net l'une des créatures avant même qu'elle puisse réagir. Une notification confirme aussitôt qu'il a récupéré l'essence de mort du monstre abattu. Fort de cette puissance, il ne ralentit pas. Il continue d'attaquer sans relâche, abattant les chiens de la mort un à un. Tandis que les corps s'effondrent, il comprend brutalement que les monstres de rang ne représentent aucune menace. Ils sont bien trop faibles. Alors que ses points d'expérience s'accumulent, le cœur de Sin s'emballe. Ce n'est pas un rêve. Cet endroit est bien réel. Et surtout, il va enfin pouvoir gagner de l'expérience et monter de niveau. Quelques instants plus tard, son niveau augmente et toutes ses statistiques grimpent de 5 points d'un coup. L'excitation l'envahit. Pour la première fois, il comprend la vérité. Cet endroit est son propre repère de démon, un terrain d'entraînement idéal. Mais avant qu'il puisse se réjouir, une présence imposante se manifeste. Un loup massif s'avance, ses yeux cramoisis brillant d'autorité. La simple pression qu'il ressent lui confirme la vérité. C'est un boss. Au lieu de battre en retraite, Sekshen se ressaisit. S'il veut tester ses limites, c'est le moment. Le loup se jette sur lui, mais Sekshen esquive ses attaques avec une précision chirurgicale, des éclairs sifflant derrière lui. Après un échange féroce, le monstre finit par s'effondrer. Des notifications inondent son champ de vision. Il a atteint le niveau 3 et obtenu de nombreux objets. Il les fixe, incrédule. 2 niveaux en si peu de temps, c'est impossible. Alors qu'il baisse les yeux vers le cadavre, un étrange message rouge apparaît, le corps est dévorable. Ce mot le laisse perplexe. Dévorable? Qu'est-ce que ça veut dire? Intrigué, Sin tend la main et la pose sur les restes du monstre. Une lumière aveuglante jaillit de sa paume. À cet instant, une révélation le frappe. Serait-ce le pouvoir de la gourmandise? Le corps du monstre commence à se désintégrer, se dissolvant en énergie pure avant d'être complètement absorbé par lui. Une violente vague de puissance le traverse, intense et écrasante.
Lorsque le processus s'achève, les restes se condensent en une carte flottant dans les airs. Sin reste figé, sous le choc. Il comprend enfin. Il peut dévorer des monstres et les transformer en ses propres classes. Ses yeux s'écarquillent tandis que des souvenirs refont surface. Ce pouvoir lui est terriblement familier. C'est le même pouvoir que le roi démon le nu a utilisé contre lui. Le pouvoir de la gloutonnerie était censé appartenir au seul roi démon. Pourtant, à présent, il lui appartient. Dans ce monde, chaque éveillé est lié à une seule classe, chacune avec des limites bien définies. Mais Séchant a brisé cette règle. Il possède désormais 2 classes simultanément. Une pensée dangereuse se forme dans son esprit. S'il peut dévorer des monstres, alors il n'y a pas de limite. Il pourrait acquérir des capacités infinies, des classes infinies. Mais l'excitation cède rapidement la place au malaise. Pourquoi lui a-t-on donné un pouvoir aussi absurde? Et qu'est-ce que cette tour derrière lui? Avant qu'il puisse bouger, une force irrésistible le frappe de plein fouet. Une pression écrasante le plaque au sol, l'empêchant de respirer. Une voix résonne dans l'espace. Elle dit l'attendre depuis très longtemps. Des ténèbres émerge une silhouette encapuchonnée qui appelle Séchant par son nom. Un frisson le parcourt. Le gouvernement classe les éveilleurs et les monstres de rang à rang. Séchant n'a pas besoin de consulter le système pour connaître la vérité. L'être qui se tient devant lui est de rang S sans prévenir, la créature attaque. Séchant est projeté au loin, peinant à se stabiliser. Dans sa vie antérieure, atteindre le rang S avait failli tout lui coûter, et maintenant, il n'est que de rang D. Face à un monstre de rang S, l'écart de puissance est absurde. Pire encore, cette créature connaît son nom. Ce seul fait rend la situation bien plus dangereuse. Ils échangent des dizaines de coups. CHN est terrassé à maintes reprises. Pourtant, quelque chose cloche. Le monstre a d'innombrables occasions de le tuer, mais chaque attaque frôle ses points vitaux. Il ne cherche pas à l'éliminer. Il le teste. D'un ton condescendant, la créature demande à Séchant s'il compte toujours se battre. Gisant au sol, meurtri, Séchant comprend enfin. Cet être veut sa soumission. Il lui offre le rôle de gardien de la tour. La réponse de Séchant est empreinte de haine pure. Il refuse catégoriquement, déclarant qu'il ne restera jamais dans cet enfer. La patience de la créature atteint ses limites. Une lame d'énergie lui tranche l'épaule, déchirant sa chair. Le sang jaillit instantanément et la douleur le fait presque perdre connaissance. La bête l'avertit froidement qu'elle n'a été clémente que parce que Sekshen est le seul survivant. Une énergie violette émane de la créature, se répandant sur les cadavres alentour tandis que sa puissance croît sans cesse. Elle lance son ultimatum final, obéir ou être anéanti. Même à l'article de la mort, CHN ne s'incline pas. Des éclairs jaillissent autour de lui tandis qu'il se redresse. Avec un sourire féroce, il proclame son choix. Il va se battre ici et maintenant. L'être encapuchonné rit d'un rire moqueur et se prépare à tout anéantir d'un seul coup. CHN charge, la foudre percutant violemment l'énergie violette du monstre. En un instant, il bloque l'arme d'une seule main. Son regard s'aiguise. Durant le combat, il a déjà compris. Avant chaque attaque, la créature laisse passer 4 secondes. Après chaque coup, un délai de 0,2 secondes s'écoule. Cette ouverture est tout ce qu'il lui faut. CHN se jette en avant, sa lame de foudre transperçant le cœur de la créature. Un personnage de rang AD ne devrait jamais pouvoir blesser un personnage de rang S, mais l'effet de paralysie se déclenche instantanément. Le monstre se fige. Sans hésiter, CHN active le dieu du tonnerre, décuplant sa vitesse. Ces quelques secondes suffisent. Alors qu'il sprinte, il se souvient avoir aperçu une faible source de lumière plus tôt, son unique échappatoire. Il l'atteint et tend la main. Mais au moment où il la traverse, la lumière disparaît. La voix de la créature résonne à nouveau, révélant la vérité. Ce n'était qu'une illusion. Ce lieu n'a jamais été un repère de démons. Malgré cela, l'être fait l'éloge de Sekshen. Déceler des failles chez un adversaire de rang S aussi rapidement est un exploit remarquable. La créature change alors de forme. Le cœur de Sekshen s'arrête. Cette apparence, il l'a déjà vue. Elle est identique à celle du roi démon le nu. L'être déclare calmement que même dans le désespoir le plus total, CHN continue d'analyser, de tout risquer et de s'accrocher à l'espoir. Et c'est précisément pour cela, dit-il, qu'il est exceptionnel.
L'être mystérieux explique enfin pourquoi le roi démon Lenu était si terrifiant lors de l'ultime bataille. C'est parce que Lenu ne se reposait pas sur une seule forme. Au plus fort du combat, Lenu changeait constamment de capacité. Un instant, il se transformait en une entité de glace, gelant tout sur son passage. L'instant d'après, il devenait un dragon de glace colossal, dominant le ciel d'une pression écrasante. Puis vint une forme de bête de feu, déchaînant une puissance destructrice pure qui réduisait tout en cendres sur son passage. Ensuite, Lenu changea à nouveau, se métamorphosant en un monstre végétal, utilisant des lianes venimeuses pour immobiliser et étouffer ses ennemis. Et enfin, il manifesta une forme de lumière sacrée, radieuse et dévastatrice, aussi puissante que toutes les autres. Sek se souvient parfaitement de chacune de ces transformations. L'un d'eux ressemble trait pour trait à l'être qui se tient devant lui. Il commence à se demander si cet être a été dévoré par le pouvoir de gloutonnerie du roi démon Lenu et si, à présent, ce pouvoir réside en lui. Cela signifie-t-il que tout cet espace existe à l'intérieur de son propre corps? L'être loue la force mentale de ses chants, affirmant qu'il a prouvé qu'il était digne de tout ce que ce lieu recèle. Cette déclaration ne fait qu'accroître sa confusion. Il demande ce que tout cela signifie. En réponse, la créature révèle un objet flottant devant lui, la clé du néant, un artefact de rang SS capable d'ouvrir la tour démoniaque. L'être explique que le roi démon Lenu a dévoré d'innombrables démons par le passé et a scellé les plus puissants d'entre eux dans cette tour. À présent, il ordonne à ses chants de faire de même, dévorer les démons, devenir plus forts et les utiliser comme carburant. Tenant la clé en main, ses chants posent la question la plus importante, pourquoi l'aider? L'être répond que même parmi les démons, il y a le bien et le mal. Le roi démon a exterminé toute sa race. Elle attend sa vengeance depuis l'éternité, et Séchant est le seul capable de l'assouvir. Séchant insiste, demandant de qui parle exactement la créature. Celle-ci désigne simplement la tour, affirmant que toutes les réponses l'attendent à l'intérieur. Alors que sa forme commence à s'estomper, la créature exhorte Séchant à s'emparer de son pouvoir et à les faire payer. Séchant hésite, se demandant s'il doit vraiment accepter un tel fardeau. La créature rugit un dernier ordre. À partir de cet instant, Séchant doit devenir invincible. Il doit dévorer tout ce qui se trouve à l'intérieur de la tour. Elle l'avertit que les démons qui y sont scellés sont les êtres les plus cruels qui soient. Pour les vaincre, il doit endurer des souffrances absolues. Il doit combattre jusqu'à dévorer chaque roi démon un par un et atteindre le sommet du monde. Puis elle disparaît complètement. La créature déclare que seul celui qui possède un but aussi inébranlable et la détermination de le poursuivre, quel qu'en soit le prix, est digne d'hériter de son pouvoir. Puis elle s'évanouit. Une vague d'énergie violette se déverse dans la main de Séchant. Une barre de chargement apparaît devant ses yeux. En un instant, son niveau grimpe en flèche jusqu'au niveau 10. En récompense, 2 épées démoniaques se matérialisent devant lui. Le visage fermé, Séchant accepte la mission et jure silencieusement de perpétuer la volonté de la créature. Le système confirme l'accomplissement. Il a dévoré la bête et obtenu une nouvelle classe, guerrier stellaire, ainsi que de toutes nouvelles capacités. Soudain, une douce lumière du soleil inonde la pièce par une fenêtre familière. Une voix forte ordonne à tous de se réveiller et de se préparer. Séchant sursaute et se redresse dans son lit, le cœur battant la chamade. Pendant un instant, il ne comprend pas où il est. Ses camarades de chambre lui crient de se dépêcher, et c'est seulement à ce moment-là qu'il réalise qu'il est de retour au dortoir. Il baisse les yeux sur son corps. Toutes ses blessures ont disparu. Était-ce un simple rêve? Avant même qu'il puisse s'attarder sur cette pensée, l'interface de son système apparaît instantanément, brisant cet espoir. Tout était réel, et les récompenses l'ont suivi. Il reste bouche bée. Niveau 10 atteint du jour au lendemain. Il se demande quel rang il a désormais atteint. À ce moment, Shang Yu s'approche de son lit, un sourire narquois aux lèvres. Il explique avoir entendu des rumeurs ridicules sur Sin la veille. À l'arrière-plan, Malon, visiblement gêné, semble être à l'origine de ces histoires. Shang Yu, furieux, accuse Sin de vouloir lui voler sa place de plus fort du dortoir. D'un regard provocateur, il déclare que le prochain test de rang révélera la véritable valeur de Séchant. Tandis qu'il se dirige vers la zone d'examen, Shang Yu grignote tranquillement, se vantant sans cesse. Il clame haut et fort que tous les autres du dortoir sont de rang inférieur, alors que lui seul a atteint le rang moyen. L'écart de force est abyssal. Il affirme pouvoir en vaincre 10 à lui seul.
Il prétend même que son rang s'est amélioré depuis la dernière évaluation. Mahon l'ignore et dit discrètement à Séchant de viser le rang D et de faire taire cet idiot une bonne fois pour toutes. Sek reste silencieux, songeant calmement à l'idée d'atteindre lui-même le rang D. En traversant la cour, ils aperçoivent un autre groupe d'élèves qui approche. Shang Yu agite la main avec enthousiasme, essayant d'attirer leur attention. Arrivé sur le lieu de l'examen, il constate que presque tout le monde est déjà arrivé en avance. Soudain, les sbires de Gongshang se fraient un chemin à travers la foule, bousculant les élèves. Shang Yu sursaute de peur. Le voyou aux cheveux blancs leur lance un regard menaçant. Sentant le danger, Sekshen s'avance, suscitant le désespoir de tous. Mais au lieu de reculer, il passe tranquillement devant les brutes comme si elles n'existaient pas. Les deux malfrats se figent. Leur visage se décompose tandis qu'ils balbutient son nom. À la surprise générale, il s'incline profondément et l'appelle « grand frère ». Shang Yu reste sans voix, incapable de comprendre pourquoi ces brutes traitent Sin avec autant de crainte et de respect. Séchant poursuit son chemin sans leur accorder un regard, tandis que les deux restent inclinés derrière lui. Soudain, une voix glaciale l'interpelle. Séchant se retourne, une lueur rouge vacillant dans ses yeux. C'est Zhong Jian, un membre du conseil des élèves. Il interroge Sekshen sur l'incident impliquant Gong Chang et lui rappelle que la brute est le frère cadet du président du conseil, Gong Ting. Les colocataires paniquent instantanément. Ils reconnaissent immédiatement Zhong Jian, connu comme le fidèle homme de main du président, c'est un redoutable éveilleur de dank. Avec un sourire moqueur, Zhong Jian s'approche et déclare avoir un don pour repérer les personnes fortes. Puis il lance un regard méprisant à Sekshen. Il affirme ne sentir qu'un minable. Imperturbable face à la provocation, Sekshen regarde calmement Zhong Jian et lui demande s'il est une sorte de chien. L'insulte fait mouche instantanément. Zhong Jian explose de rage, hurlant et exigeant de savoir ce que Sekshen vient de dire. Avant que la situation ne dégénère davantage, une autre voix brise le chaos et lui ordonne de se taire. C'est Gong Ting, le président du conseil des élèves. Il déclare que l'affaire a déjà fait l'objet d'une enquête et confirme que son jeune frère est coupable. Calmement, il ajoute que quiconque fait le mal doit être prêt à en payer le prix. Sur ces mots, Gong Ting se retourne et s'en va sans un mot de plus. Avant de disparaître complètement, il s'arrête un instant et fixe Sin du regard. Le regard est perçant, sérieux et empreint d'une scrupuleuse observation. Séchant soutient son regard sans détourner les yeux, même un instant. La tension persiste jusqu'au début officiel de l'épreuve de rang. Un professeur s'avance et annonce que les élèves seront appelés un par un. Alors que Gong Ting s'éloigne avec Zhong Jian, il remarque nonchalamment que Sekshen ne semble pas représenter une menace sérieuse. Tout en haut du terrain d'examen, une mystérieuse femme blonde observe la scène depuis une autre fenêtre. Quelqu'un à côté d'elle lui demande si elle a fait tout ce chemin parce qu'elle a trouvé un élève prometteur. Avec un léger sourire, elle répond que l'épreuve du jour sera extrêmement intéressante. Une heure plus tard, les épreuves commencent enfin. Le nom suivant appelé est celui de Xangzor. Le visage déterminé, il s'avance, impatient de prouver sa force. Il entre dans la cabine d'examen où l'évaluation se déroule à l'intérieur d'une enceinte démoniaque d'entraînement contrôlée. Au centre de la chambre flotte un cœur démoniaque, un artefact conçu pour absorber l'énergie d'un éveillé. Pour réussir l'épreuve, l'élève doit libérer toute sa puissance directement au niveau du cœur. Xangzor rassemble ses forces et déchaîne une explosion de toute sa force. Le cœur absorbe l'énergie et transmet les données par des câbles à l'appareil d'analyse externe. La machine traite les résultats et des chiffres apparaissent à l'écran. Rang E moyen. Le professeur confirme le résultat, mais marque une pause, perplexe. Un autre champ de données n'est pas encore apparu. Malon s'inquiète et murmure que la véritable partie de l'épreuve arrive. Outre le rang actuel, le système mesure également le potentiel maximal. Ceux qui possèdent un potentiel élevé bénéficient d'une attention particulière de la part de l'État. Lorsque les données finales apparaissent, le potentiel de Jianzor est révélé, rang C. La déception l'envahit. Après 2 ans, il n'a pas réussi à intégrer Dank. Il quitte la cabine en silence. Alors que les élèves suivants sont appelés, ses amis tentent de le consoler, admettant qu'ils sont encore plus faibles. Leurs résultats ne tardent pas à le confirmer. Xiang Yu et Malon obtiennent tous deux un faible rang E. Soudain, un nouveau résultat apparaît à l'écran. Le trio se fige, sous le choc. Le premier élève de rang D de l'année est désigné. La foule exulte. Peu après,
un autre élève atteint le rang D, celui-ci avec un potentiel de rang A. L'élan ne s'arrête pas. Au fil de la journée, c'est le 8e élève de rang D qui se manifeste. Xiangyu, Maon et Xiangzhur sont anéantis. Les professeurs, quant à eux, sont stupéfaits. Normalement, seuls 2 ou 3 élèves atteignent le rang des parents. Alors que l'épreuve touche à sa fin, le professeur s'apprête à appeler le dernier participant. Le nom annoncé provoque une onde de choc dans la foule, Gongting, la présidente du conseil des élèves. L'atmosphère s'embrase. Les élèves acclament avec enthousiasme le jeune maître de la guilde impériale qui s'avance. Les titres fusent, l'élu, le futur pilier de la nation, le génie parmi les génies. Sin observe en silence, à l'écart. On murmure que Gongting était déjà Dan il y a 2 ans et l'on s'interroge sur ses progrès depuis. Dans la salle d'examen, le cœur démoniaque palpite à l'approche de Gongting. Calme et confiant, il décide de contenir une partie de sa puissance. Il compte révéler sa véritable force plus tard. Une chose est sûre, avec sa puissance actuelle, il deviendra le numéro 1 de l'histoire de l'école. La machine commence à analyser l'énergie qu'il libère. Presque aussitôt, le professeur se fige. La couleur de l'énergie de Gongting est unique. Les résultats s'affichent, rang D élevé, potentiel de rang S. Un silence de mort s'installe un instant. Puis, c'est le chaos. La foule hurle d'incrédulité. Un éveillé de rang D avec un potentiel de rang S, c'est du jamais vu. Zhong Jian et les autres exultent, proclamant que Gongting est entré dans l'histoire. Malon reste bouche bée. Ils assistent à un événement sans précédent. Les professeurs vérifient les données et décident aussitôt d'en informer les autorités supérieures. Un éveillé au potentiel de rang S est un trésor national, protégé par l'État. Et en tant que fils du chef de la guilde impériale, l'exploit de Gongting fera assurément la une des journaux. À distance, le mystérieux couple observe discrètement. Il s'agit de Yuan Long, le directeur de l'université. Il demande à la femme blonde si elle était au courant du potentiel de Gongting. Elle répond calmement que non. Puis, elle ajoute quelque chose d'inattendu. Elle n'a pas fait tout ce chemin uniquement pour voir Gongting. Avec un léger sourire, elle admet qu'en comparaison avec lui, la prestation d'un autre élève l'intéresse bien plus. La caméra se déplace et se focalise sur Sin, immobile au milieu de la foule, le visage grave et impassible. À cet instant, le professeur hausse la voix et annonce le nom du dernier participant à l'épreuve, le dernier élève à passer, Seishen. Zhang Jian s'avance et lance à Seishen, d'une voix forte, de faire honneur à leur dortoir. Avec un mépris manifeste, il les raille, affirmant que si tous les 4 sont des incapables, leur dortoir deviendra la risée de toute l'université. Il continue de les ridiculiser, affirmant qu'une bande de faibles comme eux ne peut que déshonorer l'école. Malon, à bout de nerfs, hurle de toutes ses forces à Zhang Jian, attend et regarde. Il crie que ce chêne va tous les époustoufler par sa puissance. Cette explosion de colère met Xiangyu et les autres mal à l'aise. Ils jettent des regards nerveux vers la cabine d'examen, incertains de ce qui va se passer. À l'intérieur de la chambre d'examen, Sekshen se stabilise et se prépare à libérer sa force. Le cœur démoniaque flotte silencieusement, prêt à mesurer son énergie. Debout, Sekshen médite sur la réalité. Pour tout éveillé qui aspire à un avenir, intégrer une guilde de haut rang est la seule voie possible. Et la seule occasion de prouver sa valeur à ces guildes est l'épreuve de combat finale. L'équipe qui arrivera première verra tous ses membres recrutés directement par la puissante guilde impériale. Ce test ne se résume pas à un simple classement, il décide du destin. Dehors, Zhang Jian présente Yanlin, une nouvelle recrue de rang D, au groupe de Gongting. Il affirme avec assurance qu'avec 9 membres de rang D cette année, la victoire est déjà assurée. À ses yeux, le but de ce test est simple, sélectionner les plus forts pour l'évaluation finale de fin d'études. Mais tandis qu'une équipe redoutable se forme, une autre se constitue également, une équipe de prétendus faibles. Malon est de plus en plus anxieux. Sin est dans la cabine de test depuis bien trop longtemps. L'écran des résultats reste complètement vide, sans la moindre réaction. Les élèves alentour se mettent à rire, se moquant de lui, insinuant que sa puissance est si pitoyable que la machine est incapable de la détecter. Un à un, les gens commencent à partir. Zhang Jian ricane, déclarant que ceux qui restent ne sont que des déchets. Et puisque leur équipe est déjà au complet, il n'y a aucune raison de rester. Gongting acquiesce et lui demande de rassembler le reste de l'équipe pour qu'ils puissent partir. L'écran s'illumine.
Le résultat apparaît, d'angle de haut niveau. La zone entière se fige. Na Long et les autres, bouche bée, fixent l'écran, incrédules. Les étudiants alentours sont tout aussi stupéfaits. Malon explose de joie, criant qu'il avait prévenu tout le monde que Sekshen était fort et qu'il avait raison depuis le début. De l'autre côté, Gongting et Zhang Zhen sont visiblement secoués. Ils ne s'attendaient pas à un résultat de rendez aussi élevé. Avant que quiconque puisse réagir, le système émet soudain un avertissement, instabilité détectée. Le candidat est invité à repasser le test. Sekshen comprend immédiatement ce qui se passe. Ses statistiques de base au niveau 10 correspondent déjà à un rendez élevé. Il décide donc de poursuivre. Directement dans la cabine, il initie un changement de classe. Le processus est instantané. Il active le roi de la mort infernale, sa classe de développeur la plus faible. L'écran se met à clignoter violemment. En un instant, son rang remonte, au milieu du classement. La foule explose de joie. Ses amis perdent complètement la tête, incapables de comprendre comment son rang a pu encore augmenter. Zhang Zhen hurle de rage, affirmant que c'est impossible et que la machine de test est forcément défectueuse. Les professeurs paniquent. Ils n'ont jamais vu un tel changement de rang en plein test. Convaincus que le système dysfonctionne, ils s'empressent d'évaluer la situation. Le système détecte une nouvelle instabilité. Le cœur démoniaque se met à trembler, luttant visiblement pour contenir l'énergie colossale qui s'y déverse. Sekshen prend une décision. S'il doit tester ses limites, il le fera à fond. Il active une autre classe, le Rahasa du purgatoire. Dès que la puissance se libère, le cœur démoniaque réagit avec effroi, tremblant violemment comme s'il était au bord de la destruction. Une énergie d'un violet sombre se répand dans le ciel, engloutissant toute la zone de test. Tous lèvent les yeux, terrifiés. Gongtang et les autres, incrédules, se demandent quelle force pourrait engendrer un tel phénomène. Malon et les autres murmurent, saisis d'effroi, que cela ressemble à un mauvais présage. L'histoire se réécrit sous leurs yeux. Leur dortoir a donné naissance à un monstre indescriptible. L'écran de potentiel se met à grésiller violemment. Puis un symbole doré déformé apparaît, un S. Les professeurs hurlent de stupeur, se demandant s'il s'agit d'un potentiel de rang S. Gongtang est complètement paralysé, incapable de comprendre ce qu'il voit. Un message d'avertissement clignote sur l'écran, faisant monter la tension d'un cran. Puis le message change, erreur système. La machine se met à trembler violemment. Finalement, l'écran affiche un résultat terrifiant, la valeur SSS a dépassé la charge maximale du système. Un élève perd complètement le contrôle et se met à hurler de panique. L'instant d'après, la machine de test explose dans un fracas assourdissant, se brisant en 1000 morceaux. Les professeurs hurlent d'alarme, criant que le cœur démoniaque a surchargé. Ils se précipitent dans la cabine de test, criant désespérément pour vérifier si l'étudiant à l'intérieur est vivant. L'un d'eux, s'approchant, reste bouche bée. Il est complètement muet. Le cœur démoniaque gît au sol, détruit et inerte. Un autre professeur murmure que la machine a dû finir par rendre l'âme après avoir été poussée à bout aujourd'hui. Sekshen soupire intérieurement. Il réalise qu'il a peut-être été trop loin et détruit le cœur par inadvertance. Mais au même moment, il fait une découverte terrifiante, son pouvoir de gloutonnerie peut dévorer même le noyau d'une machine. Quelques instants plus tard, Sekshen sort calmement de la cabine, indemne. En s'avançant, il active son nouveau pouvoir. Instantanément, le véritable rang de chacun autour de lui apparaît. Il comprend à quel point ce pouvoir sera terriblement utile pour ses projets futurs. Son regard se pose sur Gongting et il remarque immédiatement quelque chose de choquant, Gongting dissimulait sa véritable force. La machine de test étant détruite, les professeurs n'ont d'autre choix que de suspendre l'évaluation. Ils annoncent que les données de Sekshen seront considérées comme erronées et que tous les élèves non testés devront revenir le lendemain. Malon et les autres célèbrent malgré tout, déclarant que quoi qu'on en dise, Sekshen est un génie exceptionnel. Soudain, Zhang Zhen surgit en hurlant de colère. Il exige de savoir comment un minable comme Sekshen a pu atteindre Kank. Il l'accuse d'avoir cassé la machine et prétend que c'est à cause de lui que les plans du conseil des élèves sont retardés. La patience de Sekshen atteint ses limites. Des éclairs crépitent autour de sa main alors qu'il s'apprête à frapper. Pendant un bref instant, il songe sérieusement à en finir sur le champ. Avant qu'il ne puisse agir, Gongting intervient. Il dit à Sekshen de ne pas être impoli avec son nouveau coéquipier.
Jang Gen reste figé, incapable de croire ce qu'il vient d'entendre. Avec un sourire serein, Gong Tin se tourne vers Sekshen et l'invite officiellement à rejoindre son équipe pour l'évaluation finale. Il lui promet que s'ils combattent ensemble, ils atteindront le meilleur score de l'histoire de l'école. Et à partir de ce moment, tout bascule.